bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Betty Molin. J'interviens depuis plus de 15 ans en tant que conseillère conjugale et familiale au planning familial 69, situé quartier du Tonkin à Villeurbanne. Je me suis formée pour pouvoir intervenir dans le champ du handicap parce que lorsque je suis arrivée au planning familial, j'ai été surprise de voir que peu de personnes en situation de handicap venaient dans notre centre. Je suis également référente au niveau national et régional du programme Handicapés alors, dont je vais vous parler. Et depuis 2022, je coordonne le nouveau centre ressources Intimagir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aussi, je vais vous en parler après. Donc j'ai été extrêmement touchée par les témoignages de ce matin, bien évidemment, parce que ça fait quelques années que je vais dans des réunions, des colloques, des festivals, etc. Et à chaque fois, on est dans le constat. Et je me dis, mais c'est quand qu'on passe la vitesse supérieure? Et j'ai entendu, il faut passer de la réaction à l'action. Je ne sais plus comment ça a été formulé, mais en tout cas, c'est ça. Et ce matin, c'était la preuve que, à partir du moment où on se mobilise, on s'implique, on est motivé, eh bien, on est capable de faire des choses tous et toutes ensemble. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et je salue toutes les initiatives de ce matin. Je vais commencer par vous présenter le planning familial parce qu'il y a souvent une confusion. Donc, je passe. Est-ce que ça marche? Donc, le planning familial, c'est donc une association qui existe depuis 1956. Ça s'appelait la Maternité Heureuse. Ça a été créé au départ pour permettre aux personnes de faire le choix d'avoir ou non des enfants, en fait, d'espacer les naissances. En 1960, cette maternité heureuse s'est appelée Mouvement français pour le planning familial. Et en 1961, le premier centre du MFPF a été créé à Grenoble. Donc l'Isère, c'est vraiment le berceau du planning. Et puis en 83, c'est devenu un mouvement féministe. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Donc le planning familial, il est organisé de la manière suivante. Vous avez une confédération nationale à Paris, vous avez des fédérations régionales dans les régions, et pas dans toutes les régions, et puis 76 associations départementales. Donc ça veut dire que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez un planning familial dans chaque département, si ce n'est que dans l'Isère, vous en avez 7, parce que voilà, c'est le berceau du planning. Et puis dans le département du Rhône, parce qu'ici en fait vous êtes du département du Rhône, eh bien il y a un seul planning familial qui est à Villeurbanne, d'accord, qui est rattaché au mouvement français pour le planning familial. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qu'on va trouver au planning familial? Eh bien, le planning familial de Villeurbanne gère un centre de planification et d'éducation familiale, un CPEF. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin. Il gère également un EVARS, c'est un établissement vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est aussi un organisme de formation, donc qui propose de la formation pour les professionnels. Et puis peut-être là, dans les années qui viennent, on proposera aussi pour les familles et les pères aidants. Je trouve que l'initiative de Sheila est très bien. C'est bien évidemment le planning familial, donc comme je vous le disais, un mouvement féministe donc, qui mène des actions politiques, qui fait du lobbying auprès du gouvernement aussi pour faire avancer les lois, notamment sur les questions d'égalité des droits hommes-femmes et les droits des femmes en particulier. Nous gérons également un numéro vert national 0810 11 11 sur les questions de sexualité, IVG, contraception. Et enfin, c'est un fonds documentaire qui n'apparaît pas ici. Je fais un petit zoom sur le handicap. En fait, au planning familial, on accueille tout le monde, bien évidemment, avec ou sans handicap. Mais à un moment donné, au niveau national, on s'est rendu compte que quand on intervenait dans le champ du handicap, c'est parce qu'il y avait une situation un peu compliquée, une situation que les professionnels avaient du mal à gérer. Donc on faisait appel à nous en pompiers. Et on avait affaire uniquement à la personne qui était à l'origine ou qui était victime d'une agression, par exemple, ou qui était enceinte alors que ce n'était pas prévu. Et en mutualisant entre collègues du planning, on s'est dit qu'en fait, il fallait associer les professionnels et les parents, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ça paraît évident, mais il y a des années en arrière, ça ne l'était pas. Donc on s'est mis à rédiger un programme qui s'appelle Handicapés alors, et on a réalisé cette affiche voilà, que je trouve plutôt sympa. Donc ce programme, il se décline en 4 axes.
Le premier axe, pour nous, évidemment, le plus important, c'est le travail que l'on va faire avec les personnes. Donc, soit on va proposer des groupes de parole, on en a beaucoup parlé ce matin, on va proposer également des entretiens individuels. Donc, ça peut être dans les établissements ou alors dans notre centre à Villeurbanne. L'axe 2, c'est les rencontres avec les familles. Donc, je ne vous cache pas que c'est l'axe qui fonctionne le moins bien pour le moment. Donc, l'idée, c'est de rencontrer les parents pour les rassurer surtout. Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'intimité, de vie affective et sexuelle avec leurs enfants, hein. Le troisième axe, donc, c'est l'axe à destination des professionnels, donc pour sensibiliser, former et soutenir aussi les professionnels, parce qu'on va proposer de la formation, mais quand on s'en va, les problèmes sont encore là. Donc, des moments, ils nous appellent pour nous dire, ben là, on a du mal à gérer la situation, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le dernier axe, c'est accompagner les institutions. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour nous, c'est important que les directions des établissements et les conseils d'administration soient vraiment partie prenante dans le partenariat, soient vraiment engagés et j'ai oublié mon idée. Oui, et acceptent qu'on regarde le règlement intérieur, parce que peut-être qu'il n'est pas compatible avec le travail que l'on va faire. Également, est-ce qu'il y a une charte? Alors vous, l'ADAPI, vous êtes chanceux, vous avez tous maintenant la charte de l'ADAPI, donc c'est magnifique, mais ce n'est pas le cas dans tous les organismes gestionnaires. Et c'est vrai que c'est quand même assez commode pour les professionnels de pouvoir s'appuyer sur cette charte. J'étais censée effectivement là intervenir sur les outils et les ressources. En fait, moi j'ai fait le choix de faire un zoom sur les ressources parce que les outils d'animation, donc il y en a pléthore, voilà, vous en voyez quelques-uns, il y en a sur les tables. En fait, les outils c'est bien, encore faut-il avoir le mode d'emploi. Et pour avoir le mode d'emploi, il faut déjà se former, hein. Il faut vraiment être sensibilisé et se former. Mais bon, on est toujours ouvert pour pouvoir échanger sur les outils et la façon de les utiliser. J'ai mis cette slide parce que ce sont des exemples de films que l'on va proposer, qu'on a pu proposer dans des soirées avec des parents ou des personnes en situation de handicap, ou même des professionnels. Et en général, ça marche bien. On projette un film et on discute après. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ces films, mais je vous invite à les découvrir, c'est très intéressant. Donc, le planning familial peut être un lieu ressource pour vous. Mais il y a aussi les centres de planification et d'éducation familiale du département du Rhône et de la métropole. Je ne sais pas si vous le savez, mais souvent on dit je vais au planning familial de Givors ou je vais au planning familial de l'hôpital Édouard Herriot ou que sais-je, Oulin, etc. En fait, comme je vous le disais au départ, le planning, il n'y en a qu'un, c'est celui de Villeurbanne. Les autres, ce sont des centres de planification et d'éducation familiale qui bientôt vont s'appeler d'ailleurs centres de santé sexuelle. Voilà, donc sachez que si vous voyez SCS, c'est les anciens CPEF. C'est un peu compliqué, hein, dans le handicap, il y a beaucoup d'acronymes, c'est difficile de s'y retrouver parfois. Et donc, ces centres de planification et d'éducation familiale, eh bien, ils sont composés de médecins, sages-femmes, conseillères conjugales et familiales. C'est une population extrêmement féminisée, hein, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les hommes, il faut les chercher, hein. Vraiment, on les compte sur les doigts des deux mains, malheureusement. Parfois, il y a des assistantes sociales, ce n'est pas toujours le cas. Donc, la plupart dépendent de la métropole. Certains sont dans les hôpitaux, comme Hôpital Édouard Herriot, Saint-Joseph, Lyon-Sud, Croix-Rousse, bien évidemment. Vous avez également les CPEF associatifs, dont le nôtre. Il n'y en a que 3 sur Lyon. Et puis les CPEF qui dépendent du département du Rhône. Et là aussi, il y en a très peu, beaucoup trop peu, puisque vous en avez un à Tarare, un à l'Arbrel, un à Villefranche et un au sud de Lyon, vous voyez, pour tout le département du Rhône. Donc c'est assez compliqué pour développer la thématique vie intime sur l'ensemble du territoire. Vous êtes plus chanceux sur l'agglomération. Qu'est-ce que proposent ces centres de planification? Eh bien, ce sont des lieux d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation, d'accompagnement, bien sûr. Et l'intérêt de repérer pour vous ces centres-là, c'est que c'est gratuit, c'est confidentiel, et alors là, plus ou moins avec ou sans rendez-vous. Donc des fois, ça peut être assez commode quand même, quand il y a une situation problématique, de se dire, ben, je vais taper à la porte du CPEF près de chez moi,
Il y aura toujours une conseillère pour me recevoir. C'est gratuit, c'est confidentiel, donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc pour moi, vraiment, les CPEF, ce sont des lieux ressources pour vous. Alors vous allez me dire, jusqu'à présent, on n'y allait pas. Pourquoi on n'y allait pas? C'est parce qu'on avait l'impression que ce n'était pas pour nous. Déjà, il y a des représentations comme quoi ça s'adresse plutôt aux jeunes filles, aux femmes, ou alors aux mineurs. En fait, pas du tout. Les CPF accueillent tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, le genre, la classe, bien évidemment, et avec ou sans handicap. La difficulté, c'est que parmi les collègues des CPEF, de l'ensemble des CPEF, tout le monde n'est pas formé. Donc dans les CPEF, vous allez trouver 1, 2, 3 personnes qui va pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap ou des parents. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas un problème. Même si on ne sait pas si les personnes sont vraiment formées, ça vaut le coup d'y aller. Parce que ça veut dire que, notamment, je pense à la métropole, les collègues vont pouvoir faire remonter les besoins au niveau de la hiérarchie pour dire, mais là, on a de plus en plus de demandes. Qu'est-ce que vous faites? Jusqu'à présent, le public dit en situation de handicap était complètement invisibilisé dans ces centres. Et aujourd'hui, c'est plus acceptable, quoi. Il faut vraiment que ce soit un accueil inclusif plus, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour les... Attendez. Donc oui, bien évidemment, dans ces CPF, on va aborder toutes les questions qui relèvent de la vie intime, affective, sexuelle, y compris aujourd'hui, en particulier le planning familial, qui est le plus gros centre de Lyon. On va pouvoir échanger sur les parcours de transition. On a de plus en plus de demandes et le planning de Villeurbanne s'est spécialisé là-dedans. Bien évidemment, on va aussi recevoir les témoignages de personnes qui ont été victimes de violences ou qui sont témoins de personnes ayant subi des violences. Donc, bien évidemment, vous pouvez aussi vous rendre dans ces CPF pour trouver de l'aide, en fait, savoir comment faire, être écouté. Voilà. Et donc, oui, aussi, ces CPEF, donc je vous ai mis groupe métropole parce que aujourd'hui, depuis quelques années, je ne sais plus combien exactement, il y a toutes les collègues qui se sont formées pour intervenir dans le champ du handicap, elles ont décidé de se réunir en groupe pour pouvoir mutualiser leurs pratiques professionnelles, échanger sur les difficultés qu'elles ont rencontrées, échanger sur les outils, bien évidemment. Et puis, et voilà, en fait, ce groupe métropole, il monte en compétences, on va dire. Donc ça peut être intéressant aussi que vous sollicitiez de plus en plus pour aider ce groupe à monter en compétences, justement, qu'elles aillent se former. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces centres, ils sont, je dirais même bienveillants, j'espère en tout cas. Je vous présentais également autre lieu ressources, donc ça va être le nouveau centre ressources Intime Agir. Donc le contexte, ces centres ressources, en fait, il y en a 14 qui sont en cours de création. Attendez, excusez-moi. Donc 14 centres ressources en cours de création sur l'ensemble de la France. En Auvergne-Rhône-Alpes, le projet de ce centre ressources a été confié à la Fédération régionale du planning familial. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui et coordinatrice de ce centre ressources. Dans d'autres régions, ils seront portés selon les régions. Donc vous avez en Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, c'est l'APF par exemple. Dans d'autres comme l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, c'est le CREAI. En Pays de la Loire, c'est l'IREPS, etc., etc. Vous en avez qui sont portés aussi par l'UDAF, d'ailleurs, dans le Grand Est. Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de créer ces centres ressources? Eh bien, comme vous le savez, la France a été pendant longtemps très très en retard pour appliquer les lois de 2002 et 2005 et notamment sur la vie intime, affective et sexuelle. Il y a d'ailleurs un rapport d'une rapporteure, une étude de rapporteur de l'ONU qui est venue en visite en France en 2017, qui a fait le tour un peu des ESMS, des établissements sociaux et médico-sociaux, et qui a fait le constat justement de ce retard. Donc la France, elle a de quoi faire. En 2019, donc, il y a eu le Grenelle des violences contre les femmes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'espère en tout cas. Et dans ce Grenelle des violences, il y avait un groupe handicap. Donc Marie a largement participé à ce groupe, nous aussi en tant que planning, bien évidemment.
Et à l'issue de ce Grenelle, il a été décidé de créer les centres ressources pour dire maintenant ça suffit, il ne faut plus qu'il y ait de violence dans les structures, donc allons-y, il va falloir former les personnes, il va falloir former aussi les parents bien sûr, et faire de l'éducation à la sexualité. Donc pour nous c'est clair, l'éducation à la sexualité c'est vraiment un tremplin vers l'émancipation et vers l'autodétermination dont on a beaucoup parlé ce matin. À l'issue des Grenelles, il a été aussi décidé de créer la circulaire de faire paraître la circulaire du 5 juillet 2021, dont on a parlé ce matin également. Donc cette circulaire, elle rappelle la nécessité de respecter le droit à l'intimité, la vie amoureuse et les droits sexuels et reproductifs des personnes. Et ce qui n'a pas été noté ce matin, c'est de la lutte contre les violences dont les personnes peuvent faire l'objet. Donc on l'oublie encore beaucoup, cette histoire de violence. Donc nous, on est là pour le rappeler, c'est quand même ce qui a motivé la création des centres ressources. Donc désormais, les établissements sont invités à inscrire l'éducation à la sexualité comme une priorité dans leur établissement. Parallèlement, en 2022, Sophie Cluzel, à l'époque, elle était secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap. Elle avait remis une saisine au CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, concernant l'assistance sensuelle et sexuelle. J'imagine que ça vous parle aussi. En tout cas, nous, en tant que conseillère conjugale et familiale du planning familial, on est très souvent interpellés sur cette question-là, et notamment lorsqu'on fait des formations par les professionnels. Donc le CCNE a fait un petit travail d'enquête sur l'ensemble de la France. Étant donné que c'était en pleine période de crise sanitaire, ils ont mis un petit peu de retard à rendre leur copie. Et en fin de compte, en septembre 2021, le CNCPH a organisé une table ronde, c'est le Comité national consultatif des personnes handicapées, a organisé une table ronde sur la vie intime dans le cadre de ces journées d'été. Et bien évidemment, ils ont parlé également de cette question d'assistance sensuelle et sexuelle. Et donc là, Sophie Cluzel a demandé au CNCPH d'approfondir le sujet. C'est-à-dire, maintenant, il va falloir creuser, puisque visiblement, il y a vraiment des besoins, des demandes, donc on ne peut pas faire comme si on ne les avait pas entendus. Le 6 février 2023, là c'est tout récent, le CNCPH il a organisé une conférence au cours de laquelle il a fait 13 propositions. Donc, parmi ces propositions, il y avait la garantie de l'intimité dans les lieux de vie. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais là, ça va plus loin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des 13 propositions. On peut vous communiquer les informations si vous voulez, le document, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Permettre également la rencontre en décloisonnant les lieux de vie, former et sensibiliser les professionnels, et ce qu'ils ont rajouté, les familles et les personnes en situation de handicap, donc ça c'est nouveau, pérenniser les centres ressources, on espère fort, et permettre une expérimentation de l'assistance sensuelle et sexuelle pendant 2 ans. Donc il y a une région qui s'est proposée, Bourgogne-Franche-Comté, et le département de la Moselle. Donc on ne sait pas encore exactement comment ça va se mettre en place. Ça sera extrêmement bien cadré, rassurez-vous. Et surtout parce que, vous imaginez bien, les personnes qui ont recours à l'assistance sensuelle et sexuelle, ainsi que les personnes qui exerçaient et les professionnels, pouvaient être inquiétés jusqu'à présent du fait de la loi sur la prostitution, puisque l'assistance sensuelle et sexuelle était assimilée à de la prostitution. Donc c'est sûr que ça nécessite des ajustements et un encadrement juridique, mais en tout cas ça fait partie des propositions du CNCPH. Donc possiblement des choses vont évoluer dans les mois ou les années qui viennent, je ne sais pas, on espère que ça va être dans les mois, que ça va se faire assez rapidement. Et puis, sur un tout autre niveau, je ne sais pas si vous avez connaissance d'un site d'information officiel qui s'appelle monparcourshandicap.gouv.fr, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Et depuis peu, ce site d'information s'enrichit de la thématique vie intime, affective et sexuelle. Et là aussi, donc, nous, le planning familial, on participe à la construction de cette brique, justement, pour que les personnes puissent trouver les informations dont elles ont besoin et ensuite être réorientées vers les centres ressources. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le contexte est quand même beaucoup plus favorable aujourd'hui, il y a des choses qui avancent, et c'est vrai que nous, au niveau du centre ressources, du planning familial, on s'en réjouit vraiment.
Les objectifs du centre ressources: promouvoir de façon positive l'intimité, l'autonomie affective, sexuelle, relationnelle et le soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap et lutter contre les violences. Les objectifs spécifiques: repérer les lieux et les personnes ressources qui pourront apporter des réponses de proximité aux personnes concernées, répondre aux questions des personnes en situation de handicap, donc tous les moyens sont bons, ça va être par le téléphone, ça va être là, on va créer un site internet, développer le réseau de partenaires sur l'ensemble des régions et permettre aux professionnels de monter en compétences. J'ai bientôt fini. Pour répondre à ces objectifs, on va devoir mettre en place des missions. Donc vous imaginez bien que je ne vais pas faire ça toute seule. Donc j'ai créé un comité de pilotage composé de 12 membres. Alors ça n'a pas été facile pour créer ce comité de pilotage parce que en fait, on rayonne sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements. Beaucoup de professionnels, d'organismes souhaitaient participer à ce comité de pilotage. Mais en fait, on a essayé d'équilibrer, puisque c'était aussi une demande de l'ARS dans le cahier des charges, entre des représentants de personnes en situation de handicap, des représentants de parents, des associations et des organismes gestionnaires. Donc comme là, vous pouvez le voir, vous avez l'AFA, donc Marie participe au comité de pilotage pour l'AFA, l'ADAPI 42, voilà, on a fait le choix de l'ADAPI 42, ça aurait été 69, mais comme vous pouvez le voir, on a la communauté 300 du 69, oui. On a le CRA, le Centre Ressources Autisme de Lyon, le collectif Défense Handicap de la Drôme, le collectif Être Parents, qui est pas mal sur Lyon, ils sont sur Villeurbanne, à l'APF Villeurbanne, ils sont également sur Grenoble. La communauté 360, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous, c'est une plateforme téléphonique pour les personnes en situation de handicap et leur entourage. Delta Savoie, aussi un organisme gestionnaire, la Fédération APAGE et la page 38 et 42, la Fondation OVE, Handi Réseau 38 et les PEP 69. Et donc avec tout ce petit monde, on a décidé de la façon dont on allait conduire les missions. Donc les missions, ce sont celles-ci. La première, la plus importante, c'est la création d'une cartographie de personnes, c'est-à-dire de professionnels et de personnes pères aidantes et de lieux ressources qui vont pouvoir aider les personnes, les familles, les professionnels à mettre en place des séances d'éducation à la sexualité ou à répondre à des questions précises. Si des personnes, par exemple, souhaitent avoir un gynécologue au fin fond de la Drôme, là-bas, comment on va faire pour trouver un gynécologue qui soit handi accueillant? Eh bien, nous, on est en train de travailler à une cartographie pour repérer tous ces professionnels vers qui les personnes vont pouvoir être orientées. Donc, je ne vous cache pas, c'est un gros chantier, un gros travail. Mais bon, en même temps, c'est nécessaire aujourd'hui. Donc, on a rédigé des questionnaires pour différents publics. Ces questionnaires ont été diffusés. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont reçus. Je pense que oui, parce que Maud avait quand même bien fait passer les questionnaires dans les établissements, me semble-t-il. Il me semble avoir vu des retours des établissements de chez vous. Ces questionnaires vont pouvoir récupérer les besoins, mais aussi et surtout les ressources, c'est-à-dire les noms, comme je vous disais, des professionnels, donc les professionnels, ça peut être les médecins, sages-femmes, gynécos, sexologues, tous ceux et celles qui pourront pourront contribuer à cette dynamique territoriale qu'on essaye de mettre en place et qui pourront apporter des réponses de proximité. Dans le cadre de la cartographie, on va également mettre en place, on a déjà organisé des rencontres territoriales pour aller vers les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, avec l'informatique. Donc on va aller faire des rencontres territoriales et puis on va proposer aux personnes d'échanger, encore une fois, sur les besoins et les ressources et de remplir les questionnaires. La deuxième mission, c'est la création d'une plateforme téléphonique. Donc, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. Visiblement, la communauté 360 sera plus là en soutien, mais on ne va pas confier la plateforme téléphonique du centre ressources à la communauté 360 parce qu'on est sur des questions de santé sexuelle et les personnes qui sont écoutants et écoutantes de la communauté 360 ne sont pas forcément formées sur les questions de santé sexuelle. Donc voilà, on est en réflexion. On va également devoir créer un fonds documentaire régional. Donc vous imaginez
le chantier que ça représente. On s'est dit que ce n'était pas très pertinent de créer un fonds documentaire à Lyon, parce que les personnes du Cantal, de l'Ardèche, etc., n'auront pas accès. Donc, nous, c'est vrai que quand on a répondu à l'appel à projet, on a proposé de s'appuyer sur les lieux existants. Donc, ça peut être le planning, mais ça peut être tous ceux et celles. Alors, si vous connaissez des organismes, des centres de documentation, qui peuvent rejoindre le centre ressources, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Ne pas hésiter à nous en faire part. Et puis, il y a encore 2 missions que nous, on a rajoutées au niveau de la région Rhône-Alpes, ça nous paraissait très important. C'est le recensement de tous les professionnels et organismes qui proposent de la formation, à destination des professionnels, mais pas que. Donc ça peut être aussi pour les familles et pour les personnes en situation de handicap. Et la dernière mission qu'on rajoute, c'est une réflexion sur la parentalité. Cette dernière mission ne va peut-être pas finalement être développée parce qu'il y a le projet au niveau national d'étendre le dispositif SAPPH. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le service d'accompagnement à la parentalité des personnes en situation de handicap. Pour le moment, c'est à titre expérimental et le gouvernement prévoit d'essaimer, en fait, de faire ces SAPPH un petit peu partout en France. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, l'appel à projet n'est pas encore sorti, mais ça ne devrait pas tarder. Donc après, on sera plus partenaire du SAPPH. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, pourquoi je vous ai fait cette présentation aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'on a vraiment besoin de créer une dynamique territoriale dans chaque département et que vous tous et toutes, quelle que soit votre place, vous avez certainement un rôle à jouer. Enfin, vous pouvez participer en tout cas à l'élaboration de la cartographie et puis faire circuler les informations, faire parler du centre ressources pour que les personnes puissent nous appeler et ne plus se retrouver seules. Hein, vraiment. Et l'objectif pour nous, on revient au début, c'est vraiment la prévention des violences. Donc plus on en parlera et plus on sera en mesure de se former, d'échanger et de lutter contre ce phénomène. Voilà. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Betty. Qu'est-ce que le monde a changé, hein? C'est chouette d'avoir ces ressources-là. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle? À Betty? Il y a des plaquettes sur la table du centre ressources. Ok. N'hésitez pas à l'attraper avant la sortie, n'hésitez pas. C'est parti pour la suite, Maud? Oui. Allez. Bonjour, donc je suis Maud, je suis directrice de l'action associative de l'ADAPI. Donc l'idée c'était de vous montrer aujourd'hui aussi que justement on a pris à bras le corps la thématique de la prévention des violences sexuelles à l'ADAPI, qu'on n'a pas fait l'autruche et mis notre tête dans un trou. Donc depuis novembre on a une procédure associative qui a été faite par le service qualité sur la conduite à tenir en cas d'agression sexuelle et de viol. Donc on est en fin de journée, on a un peu dépassé le temps donc on va être rapide, mais l'idée c'est que vous sachiez que ça existe déjà. Alors, quand il y a un fait qui est dénoncé soit par un témoin, soit qui est recueilli par la victime ou par son agresseur, parce que nous, on vit en collectivité, donc bien souvent, victime et agresseur, en fait, sont ensemble et vivent sur le même lieu. Donc quand il y a un fait qui est dénoncé, on vous a mis la conduite à tenir. Donc bien sûr, la première chose, c'est protéger la victime, être à son écoute, sans la faire répéter quand même son traumatisme. Donc si on est sûr de ce qui s'est passé, on ne fait pas un entretien en plus à faire répéter la personne X fois ce qu'elle a vécu. C'est simplement si on a un doute et que les choses ne sont pas claires que dans ce cas-là, on la reçoit, bien sûr, à part de son agresseur, ce qui paraît logique. On vous a mis aussi, donc la spécificité de notre public, c'est de bien prendre en compte, comme vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un en remarque la communication. Donc que ce soit bien fait en lien avec le Comvor et la Vineland, parce qu'il faut prendre à la fois en compte le niveau développemental et comment la personne communique pour pouvoir l'accompagner dans sa démarche. Donc ça c'est répété. Et puis bien sûr aussi il faut écouter la personne potentiellement agresseur si elle est une personne accompagnée par l'ADAPI.
parce que c'est le cas qu'on retrouve le plus souvent à l'ADAPI, et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette procédure, parce qu'on a eu de plus en plus de dénonciations de faits entre personnes accompagnées. Oh, dans l'autre sens, non. Non, je vais y arriver. Super pratique. Ce qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est les aspects médicaux. Donc c'est hyper important que la personne qui avait été victime voit un médecin ou soit orientée vers quelqu'un qui est médical. Dans un premier temps, c'est déjà pour les soins, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les questions de prévention des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles, des potentielles grossesses quand il y a des viols. Et puis, si le fait a moins de 8 jours, ça permet aussi d'avoir et une preuve biologique et en même temps de fixer une ITT, qui est une interruption temporaire de travail, mais qui n'a rien à voir avec le travail, qui est pour fixer en fait le degré de violence. Voilà, donc c'est hyper important. J'y arrive pas. Ensuite, on a mis les informations. Donc nous, dans notre procédure, même si c'est pas une obligation, on avait mis bien sûr alerter la direction. Et il faut rappeler que pour les personnes qui ont un tuteur ou un curateur, c'est obligatoire de les informer. Donc on doit être assisté de son curateur si il y a un dépôt de plainte et on est représenté par son tuteur si la personne le souhaite. En tout cas, nous on est obligé de les informer. Si la personne ne souhaite pas déposer plainte, il faut aussi savoir que la direction de l'établissement a l'obligation de le signaler au procureur de la République. Ça, c'est une obligation légale. Et bien sûr, il ne faut pas prévenir les représentants légaux s'ils sont en cause. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de cas d'agression sexuelle qui se passent en famille. C'est la majeure partie. Donc, ne pas informer les représentants légaux, bien sûr. Dans notre procédure, alors même si on a dit que ça ne se faisait pas toujours dans les établissements médico-sociaux, à l'ADAPI, c'est bien écrit qu'il est obligatoire, quand la personne est mineure, de faire une information préoccupante et d'informer l'association, et quand on est majeur, de faire un signalement aux autorités de tarification, ARS, métropole, département, et d'informer l'association aussi. Voilà, et ensuite, le cœur de la procédure, c'est quand même d'accompagner la personne qui a été victime, donc de bien prendre en compte ses besoins, mais aussi ses demandes, de ne pas la stigmatiser, de ne pas la voir que par le prisme de victime par la suite. Ça, c'est hyper important. De veiller au changement de comportement aussi et de s'appuyer sur des évaluations fonctionnelles pour ça, pour que ce soit objectivé. De prendre en compte bien sûr dans les besoins la demande la Vineland et le Comvor, comme on a pu le dire tout au long de la journée, et de proposer un accompagnement psychologique ou thérapeutique ou par un sexologue. Voilà. Et pareil pour la personne agresseur, si la personne qui est l'agresseur est une personne accompagnée par l'ADAPI, on peut essayer de proposer une mesure d'éloignement si elle est possible, mais on sait que ce n'est pas toujours possible, en tout cas on fait notre maximum pour, soit en interne par un changement d'unité de travail, d'atelier, de lieu, ou alors en externe dans un autre établissement si c'est possible. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que si c'est une personne accompagnée par l'ADAPI, il s'agit aussi d'une personne vulnérable qui n'a peut-être pas bénéficié, comme on l'a vu, d'éducation à la sexualité ou au consentement auparavant. Donc c'est important de le mettre en place, de faire un accompagnement psychologique et aussi un accompagnement pour prévenir les violences pour cette personne et de veiller aussi à ces changements de comportement. Voilà, donc après il y a des actions à mettre en place dans notre procédure sur lesquelles on s'est mis d'accord, que ce soit auprès des familles, du CVS ou des professionnels. Donc auprès des professionnels et des personnes, ça peut être de mettre en place une analyse de la pratique extraordinaire, d'avoir un recours au psychologue qui est en interne ou un psychologue externe si la personne n'est pas formée à la VIAS, de mettre en place des formations et d'inclure dans le projet institutionnel la thématique de la VIAS, incluant la prévention des violences sexuelles. Voilà, on a aussi parlé de l'information, bien sûr, générale, en réunion institutionnelle et en réunion des résidents. Pas les oublier. Et pour les familles, il est obligatoire d'avertir le coprésident famille de CVS et le président personne et de favoriser la prévention en incluant les résidents comme les familles dans une démarche VIAS. Voilà. Et pour les familles concernées, on peut proposer aussi une rencontre à l'action associative pour échanger sur la situation.
Voilà, donc cette procédure, elle se trouve sur intranet. Je ne vais pas m'étendre plus. Si vous avez besoin, en tout cas, il y a des ressources en interne pour vous indiquer les différents lieux ressources, comme le centre Intime Agir ou d'autres besoins, même juridiques, il n'y a pas de problème. Voilà.